Il y a 80 ans, on vient de vous le dire, ici même, le 9 février 1943, au numéro 12 de la rue Sainte-Catherine, au deuxième étage, dans les locaux alors occupés par l'UGIF, l'Union générale des Israélites de France, la Gestapo commettait un crime contre l'humanité, le crime des crimes. Ce 9 février 1943, à l'issue d'une interminable souricière, commencée en début de matinée et achevée en fin d'après-midi, le piège se refermait sur les 93 juifs alors présents dans les bureaux de l'UGIF. 86 personnes furent conduites au Fort Lamotte, l'ancienne caserne Sergent Blandan, puis 84 d'entre elles internées au camp de Drancy, avant d'être déportées entre le 13 février 1943 et le 23 juin 1944 par 10 convois qui les ont conduites vers l'extermination à Auschwitz-Birkenau, à Sobibor ou à Bergen-Belsen, vers tous ces terminus où, pour reprendre les mots d'André Malraux, là où les nazis s'employèrent à faire concurrence à l'enfer. Seuls 4 d'entre eux revers de cet enfer, mais détruits. Ainsi survécurent Bruno Bresslermann, Gilbert Jacob, Armand Steinberg et Rachel Soutklaper. 2 hommes, Siegfried Driller et David Luxembourg, avaient pu miraculeusement s'échapper du Fort Lamotte avant leur transfert à Drancy. 7 personnes parvinrent à être lâchées en mystifiant leurs bourreaux avec des faux papiers ou de fausses histoires, subitement dictées par les circonstances et l'instinct de survie. Un jeune adolescent, à peine âgé de 15 ans, missionné par sa mère, inquiète de ne pas voir revenir son mari à l'heure accoutumée, réussit à échapper de très peu au piège mortel tendu par les hommes de Klaus Barbie. Ce garçon se nomme Robert Badinter. Il ne reverra jamais son père, Simon, bénévole de l'UGIF. Ces 84 victimes, dont la plus jeune avait 13 ans et la plus âgée 72, trop longtemps réduites à l'état de statistique, de recensement sommaire, de numéros d'écrou ou de convoi, nous les connaissons désormais. C'est grâce à toi, grâce à ton remarquable et opiniâtre travail, Serge, d'historien, que ces malheureuses victimes ont pu sortir de l'oubli. Serge Klarsfeld, auquel nous devons tant, leur a donné une identité. Elle est désormais gravée dans la pierre sur cette plaque. De même que les travaux minutieux de Serge nous ont instruits sur les itinéraires de souffrance et sur les funestes destinations des victimes de la rafle de l'UGIF. Surtout, nous mesurons mieux combien, en ces sombres et tragiques circonstances, la ville de Lyon était alors un refuge, l'arche des Juifs d'Europe. Ceux qui ont été raflés ici étaient français par leur naissance ou par leur naturalisation. Ils étaient aussi polonais, roumains, allemands, autrichiens, tchèques, lettons, russes, apatrides. Ils étaient tous des exilés. Exilés de l'intérieur pour les premiers par les lois antisémites de Vichy. Exilés de toute l'Europe, fuyant l'avancée de l'hitlérisme. Ils étaient l'humanité. Tous condamnés par les nazis pour le simple fait d'être venus au monde. Sachez surtout qu'au deuxième étage du numéro 12 de la rue Sainte-Catherine battait alors le cœur d'une fraternité et d'une solidarité exemplaire. Ce sombre mardi du mois de février 1943, jour de distribution de secours et de visites médicales, les permanents et bénévoles de l'UGIF dispensaient tant leur soutien que leurs soins aux réfugiés qui se présentaient dans les locaux de l'UGIF, arrivant alors massivement dans la cité des Gaules. Ces permanents et bénévoles étaient là pour aider, pour nourrir, soigner, loger, réconforter et organiser les filières de survie, notamment vers des campagnes hospitalières et également vers la Suisse, lorsqu'elle ne leur fermait pas ses frontières. Ce sinistre récit de cette rafle nous a été méticuleusement restitué par les survivants, les échappés, les rescapés, ceux lors du procès de Klaus Barbie qui s'est ouvert en notre ville au mois de mai 1987. De même que mon confrère et ami Alain Jakubowicz, j'ai été alors avocat des parties civiles, pour ma part aux côtés de Serge Klarsfeld. Je n'oublie pas le regard éperdu de Léa Katz, alors âgée de 14 ans, dont le destin a voulu qu'elle s'extirpe par miracle de cette souricière. Je n'oublie pas la voix fluette d'Eva Goldlieb, qui travaillait avec sa mère à l'UGIF, racontant le stratagème par lequel elle échappa à la mort sans pouvoir sauver sa mère, Réla, laquelle resta, comme Simon Badinter, du mauvais côté de la porte. Je n'oublie pas le témoignage douloureusement limpide de Gilbert Jacob, 30 ans, assistante sociale à l'UGIF, rescapée d'Auschwitz et de la marche de la mort, relatant lors du procès ce qui fut pour elle le dernier jour du reste de sa vie.
Je n'oublie pas enfin l'implacable récit de Victor Soulclapper, sauvé par ses faux papiers, chance qui n'a pas souri à son frère Racheville, auquel les hommes de Barbie, excédés par les identités maquillées qu'ils découvraient au fur et à mesure, lâchèrent. Pourri de pays, on ne reconnaît pas un juif d'un non-juif. Le 4 juillet 1987, au milieu de la nuit, justice était rendue aux victimes de la rafle de la rue Sainte-Catherine, comme à celle de la Maison d'Isieux et à celle du convoi du 11 août 1944. L'auteur principal de ces crimes contre l'humanité, le lieutenant SS Klaus Barbie, était condamné au nom du peuple français par la cour d'assises du Rhône à la réclusion criminelle à perpétuité. L'œuvre de justice est passée, j'ose le dire, in extremis. Aujourd'hui, 80 années après, nous avons tous l'incontournable devoir de poursuivre l'œuvre de justice en la prolongeant par une œuvre de mémoire, une œuvre de transmission, une œuvre républicaine, de lutte sans relâche contre l'antisémitisme. L'historienne Ania Djevorka définit la mémoire comme le fait qu'une collectivité se souvienne de son passé et cherche à lui donner une explication au présent, bref, à lui donner un sens. Ainsi, commémorer les vies juives brisées ici, c'est rappeler que tout dans l'âme de notre cité, de notre pays, doit rejeter le mensonge antisémite, systématiquement précédé de son cortège de préjugés, d'amalgames, de complotisme, de négationnisme, de révisionnisme, d'injures, d'agressions et, hélas, de crimes qui encore aujourd'hui défigurent notre pays dans une mécanique immuable où l'ensauvagement des mots précède et prépare toujours l'ensauvagement des actes. Commémorer, c'est rappeler au premier des Lyonnais qu'il lui revient l'impérieuse obligation morale de mener, comme tous ses prédécesseurs avant lui, et ponctuellement Justin Godard, juste parmi les nations, le combat essentiel pour les valeurs de la République gravées au fronton de notre maison commune. Notre ville, monsieur le maire, ne doit rien céder, d'aucune manière, d'aucune sorte, d'aucune ambiguïté, aux sirènes de la division, de la discorde, ce d'où qu'elles viennent, et qui affaiblissent la fraternité autant que la lutte contre l'antisémitisme. Non. Non, décidément non. On ne peut pas prétendre combattre et cautionner en même temps. Commémorer, c'est également rappeler sans désemparer à notre jeunesse les mots pour sépulture inaltérable de notre regretté Benjamin Orenstein, survivant de 7 camps où les nazis ont voulu le rayer de la surface de la terre. Commémorer, c'est se souvenir de la parole d'Ida Nathan, dénoncée par sa voisine, déportée à 23 ans, dernière survivante du convoi du 11 août 1944. Commémorer, c'est entendre l'inlassable récit de notre cher Claude Bloch, rescapé d'Auschwitz, arrêté à 15 ans par la milice de Touviers et dont le courage de témoigner, encore à 94 ans, auprès de nos collégiens et lycéens, force le respect et l'admiration. Commémorer, c'est affirmer que les victimes de la rue Sainte-Catherine, que Benjamin Orenstein, qu'Ida Nathan, que Claude Bloch ont tous été victimes du même haine et de la nommer. C'est l'antisémitisme, cette lèpre de l'humanité. Et si commémorer doit avoir une signification sur les lieux du crime où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est pour dire que la ville de Lyon, rassemblée par son passé, flétrie par cette histoire baignée dans le sang et dans les larmes, ne cédera jamais à la tentation de la banalisation de la Shoah, à la faveur de comparaisons inacceptables qui défient la raison. C'est surtout marteler que les mots ont un sens et qu'on ne peut pas impunément, au prix d'un double manquement à la mémoire des 6 millions de morts, dont 1 500 000 enfants assassinés, et à la vérité des faits, convoquer le mot déportation au service d'un confusionnisme, au service d'un confusionnisme insultant et d'une relativisation bien connue de ceux qui professent l'antisémitisme sous les oripeaux de l'antisionisme.
Commémorer enfin, c'est rappeler que les victimes de la rue Sainte-Catherine étaient condamnées de naissance, sans autre forme d'incrimination que celle d'avoir, pour reprendre les mots d'André Frossard, commis le crime d'être né. La spécificité du crime commis dans cette petite rue du quartier des Terreaux appartient à l'histoire universelle, comme l'est et doit le rester la prison Montluc, conformément à la volonté des rescapés, et comme le sera demain le mémorial de la Shoah de Lyon, au pied de la gare de Perrache, d'où partirent les trains vers la mort. Nous sommes les dépositaires non seulement d'une mémoire, mais aussi d'une promesse. Du haut de ces 2 étages, 84 âmes nous contemplent et nous disent, le doigt pointé vers nous, que de nos pleurs et de notre chagrin doit surgir l'averse féconde qui doit faire germer l'humanité. Le crime qui s'est passé ici nous afflige autant qu'il nous oblige à la conscience et à la lucidité devant ceux qui veulent encore et toujours la destruction des Juifs. Souvenons-nous qu'un peuple qui perd sa mémoire est comme un peuple qui perd son histoire est comme un homme qui perd sa mémoire. L'un ne se reconnaît plus dans son miroir, l'autre a honte de s'y regarder. Je vous remercie.